Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Academia pour le mois de juillet 2022. Alors aujourd'hui, poursuivant nos études dans le domaine des sciences occultes, nous allons parler du symbolisme ésotérique. J'imagine que ce sujet intéresse nombre d'entre vous, ce qui est probable et surtout logique si vous suivez ma web TV, mais dans le domaine on entend, et ce n'est pas du tout le seul, on entend globalement un petit peu tout et n'importe quoi. Il est fréquent de parler d'un symbole, le caducée d'Hermès, la Kundalini, un personnage en train de faire certains symboles, la clé d'encre des Égyptiens ou tout un tas d'autres choses, mais aujourd'hui nous allons tenter justement de décortiquer un petit peu le sujet, tenter de comprendre qu'est-ce que sont les symboles, qu'est-ce que le symbolisme et en quoi cela va nous intéresser dans le domaine de l'ésotérisme. Évidemment, dans ces différents domaines, que ce soit l'alchimie, l'astrologie, la magie, la théurgie ou tout un tas d'autres choses, les symboles sont omniprésents. Mais concrètement, à quoi ils servent et surtout, que sont-ils? Y a-t-il des symboles uniquement par des images, c'est-à-dire des petits dessins qui représentent quelque chose, ou y a-t-il tout un tas d'autres symboles? Voilà de quoi nous allons parler. Alors attention, cette vidéo n'a pas pour but de faire un catalogue des symboles, il existe de très bons bouquins pour cela. Moi mon but dans cette émission, c'est de vous présenter qu'est-ce que le symbolisme, comment il fonctionne et quels sont ses usages dans le domaine des sciences occultes. Alors n'attendons pas plus et présentons le plan de l'émission. Alors tout d'abord une petite introduction bien sûr pour comprendre qu'est-ce que sont les symboles et qu'est-ce que le symbolisme. Ensuite on entrera dans la première partie de cette émission, c'est-à-dire le langage des symboles, comment peut-on les interpréter, comment peut-on les décoder, de quoi nous parle-t-il, comment les interprète-t-on et tout un tas d'autres choses. Bien sûr, chacune des thématiques sera accompagnée d'un exemple parlant, si l'on peut dire, afin de pouvoir présenter le sujet. Ensuite, la deuxième partie, nous parlerons des paroles, des gestes et des images, qui sont les trois grandes familles du symbolisme, et nous prendrons encore une fois de nombreux exemples afin de pouvoir illustrer le sujet, que vous puissiez comprendre la démarche et donc le décodage du symbolisme. Et la troisième partie de cette émission parlera du symbole dans le rite, quelles sont ses applications, quels sont ses usages, à quoi servent-ils, etc., etc. Et puis bien sûr une petite conclusion où je vous donnerai mon opinion, et puis une bibliographie, quelques conseils de lecture pour ceux qui voudraient étudier le symbolisme ou éventuellement quelques livres pour accéder aux descriptions, définitions de certains symboles connus dans le domaine de l'ésotérisme. Tout d'abord, afin de commencer cette introduction, nous allons tenter de comprendre où se place le symbolisme au sein de la famille plus grande qu'est l'ésotérisme. Et sur ce point, et contrairement à d'autres sujets, la plupart des gens sont à peu près d'accord pour mettre une valeur tout à fait primordiale sur le symbolisme. Mais voyons plus précisément ce qu'en disait Pierre Piob, l'un des occultismes les plus connus du début du XXe siècle. Lui, il avait un concept qui s'appelait celui du temple de la haute science. Ne voyez pas ce temple comme un bâtiment physique qui existe réellement, c'est également un symbole qui représente l'accès à la gnose, c'est-à-dire l'accès à la connaissance, le lieu qui correspond au savoir manifesté sous la forme d'un temple, d'une architecture de la connaissance, si vous préférez. Voici un schéma issu de son livre La clé universelle des sciences secrètes, qui justement illustre ce concept du temple de la haute science. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un bâtiment physique. Mais pour faire une petite allégorie, on pourrait dire que la réédification mystique du temple de Salomon pour les francs-maçons correspond sensiblement à la même démarche, de la même façon que dans les cultes à mystère de l'Antiquité, avec le Telesterion, l'Anactorion et tout un tas d'autres sanctuaires qui étaient à la fois des lieux physiques, mais également des lieux symboliques et mythiques qui représentaient cette architecture de la connaissance. Alors, dans la pensée de Pierre Piob, dans le domaine de l'ésotérisme, il existait 5 portes. Il existait 5 façons, si vous préférez, d'entrer dans le temple de la haute science. Et ensuite, on pouvait pérégriner à l'intérieur. Il y avait des chemins, des couloirs qui menaient d'un domaine à un autre. Et chacune de ces portes, évidemment, se sous-divisait en tout un tas de catégories. L'une des premières portes est la porte de la magie. Comprenez le fait d'accomplir des rites opératifs, de la magie mentale et tout un tas d'autres choses qui permettaient par la concentration, par l'énergie, d'accomplir des actions. Donc la porte de la magie consiste à comprendre les mécaniques du fonctionnement de l'énergie et sa mise en application. Ensuite, il y avait la porte de l'alchimie. L'alchimie, qui elle-même possède de nombreux symboles, est l'art de la transmutation des métaux, mais de façon plus large, c'est l'art de la transmutation tout court, et donc de l'individu, de la transmutation personnelle, de passer de l'état de l'individu à l'état de l'homme-dieu, de l'accomplissement via les enseignements du temple de la haute science. Ensuite, il y a la porte de l'astrologie, qui, de façon beaucoup plus large que simplement l'étude des astres, des constellations,
et des horoscopes, si je puis dire, eh bien la porte de l'astrologie, c'est la compréhension cosmogonique de l'univers. Donc c'est la lecture du schéma global cosmogonique, si on peut dire. Et encore une fois, cette porte possède de nombreux symboles et va entrer en connexion, évidemment, avec tous les autres domaines. Parce que je ne vous apprendrai rien en disant que dans la magie, on utilise des symboles, bien entendu, mais également des éléments de l'astrologie, parfois de la chimie, etc., pour accomplir des rites. Ensuite, il y a la quatrième porte, qui est cette fois-ci beaucoup plus théorique, c'est la porte de la mythologie, l'étude des mythes, l'étude des traditions, qui va permettre de décoder le message des anciens, de bénéficier de leur enseignement et de comprendre les messages philosophiques qui se dissimulent au sein des traditions, des mythes, des légendes, etc., etc. Et encore une fois, dans la porte de la mythologie, on va trouver de nombreux symboles et qui vont servir en usage pour les autres disciplines, bien entendu. Et la cinquième porte, c'est la porte du symbolisme. Donc la porte du symbolisme qui permet donc de décoder, de comprendre et d'appliquer les symboles, qui est une porte d'entrée bien sûr pour le temple de la haute science et qui va entrer en résonance avec tous les autres domaines, vous l'aurez bien compris. Donc, dans la pensée de Pierre Pobb, suivant vos sensibilités, suivant vos capacités, suivant vos centres d'intérêt, vous pouvez aborder le chemin de l'ésotérisme, comprenez le chemin du temple de la haute science, par l'une ou l'autre des portes. Bien sûr, rien n'interdit d'arpenter toutes les portes, mais à la base, on commence en entrant par une des portes, et c'est ensuite qu'on pérégrine de l'une à l'autre. Je prends un cas tout à fait personnel, ma première porte d'entrée à titre personnel, c'est celui du mythe. J'étudie les mythes anciens pour tenter de comprendre les traditions et tout un tas d'autres choses, et de là, je vais arpenter la pièce des symboles, la pièce de la magie, la pièce de l'alchimie, la pièce de l'astrologie, et pérégriner, etc., dans tous les couloirs, etc. Là, je parle de mon cas personnel. Mais peut-être que certains d'entre vous seraient plus attirés par l'alchimie de façon primaire, c'est-à-dire ça vous attire, tout simplement, ou l'astrologie, ou la magie, ou le symbolisme, etc. Donc voici la définition de Pierre Pobb, où il place donc le symbolisme comme une des 5 matières fondamentales pour le domaine de l'ésotérisme. Vous voyez un tout petit peu plus loin les définitions donc du symbole et du symbolisme. Alors évidemment, ces définitions ne se placent pas uniquement dans un cadre ésotérique, mais il est important d'y revenir pour voir où l'on va, si je veux dire. Alors tout d'abord, la définition des symboles issue du dictionnaire Le Robert. Un symbole est un être, un objet ou fait perceptible, identifiable, qui par sa forme ou sa nature évoque spontanément, dans un groupe social donné, quelque chose d'abstrait ou d'absent. Alors ça c'est très important parce que déjà, on parle qu'un symbole c'est une représentation, une image de quelque chose qui va pouvoir véhiculer une idée, mais dans un groupe donné. De ce fait, un groupe A aura une certaine vision d'un symbole, alors que le groupe B aura une vision différente du même symbole. Un symbole peut être positif pour un groupe, et ce symbole peut être négatif pour un autre groupe. Prenons, dans la franc-maçonnerie, il y a l'usage du triangle avec l'œil qui voit tout, l'œil de la providence, mais dans un autre groupe, plutôt anti-maçonnique, eh bien, ce symbole sera considéré comme négatif et sera symbole diabolique, satanique ou tout ce que vous voulez. Alors que chez les francs-maçons, il représentera un symbole positif, image du grand architecte de l'univers et des lois cosmogoniques, si on peut dire. Donc un symbole peut être interprété différemment suivant où on se place, évidemment. Et ça, c'est fondamental pour l'étude du symbolisme, puisque vous ne pouvez pas avoir une lecture unique d'un symbole. Il faut la remettre dans son contexte, et on va détailler tout ça par la suite. Ensuite, la définition du symbolisme. C'est un système de symboles destiné à interpréter des faits ou à exprimer des croyances. C'est un système de signes écrits dont l'agencement répond à des règles et qui traduit visuellement la formalisation d'un raisonnement, mode d'expression littéraire ou artistique faisant appel au symbole. Définition du Larousse. Alors, cette définition, à mon sens, est beaucoup trop simpliste, puisque un symbole n'est pas forcément un objet en image, cela peut également être un geste, cela peut également être des paroles, ou plus précisément, une parole peut devenir un symbole, un geste peut devenir un symbole, etc., etc. Je prends un exemple, si je fais ce symbole-là, je le mets plus haut pour que vous voyez, c'est un mudra appartenant aux traditions des philosophies asiatiques, et ceci est un geste qui a un but rituel, méditatif en l'occurrence, et de ce fait qui est devenu au gré du temps un symbole, puisque aujourd'hui quand vous voyez une statue qui fait ce signe, eh bien vous allez tout de suite en tirer une image, une représentation, et ça va vous donner une idée sur ce que veut dire cette image. Donc du coup, ce geste devient un symbole par la suite au gré du temps, etc. Donc vous aurez bien compris, tout simplement, le symbolisme, c'est l'étude des symboles, de leurs applications, de leur fonctionnement, de leur représentation, d'où ils viennent, à quoi ils servent et tout un tas d'autres choses. Et pour ce qui est des symboles, eh bien ceux-ci sont innombrables bien entendu, et dans un cadre ésotérique, ce sont
des représentations qui ont pour but de véhiculer une idée, de véhiculer un concept, une pensée ou tout un tas d'autres choses, mais ce sont également des moyens d'action pour accomplir des choses. C'est-à-dire que le symbole peut transmettre, mais le symbole peut également provoquer, servir de catalyseur pour l'action. Donc, du coup, le symbolisme est évidemment absolument essentiel pour tous les domaines des sciences occultes, que ce soit le tarot, avec les arcanes bien évidemment, que ce soit la radiesthésie avec le pendule lui-même et évidemment les petites tables pour lire les interprétations, etc. Vous avez également les symboles dans l'art religieux, les symboles dans les courants ésotériques que sont évidemment le soufisme, la kabbale, les différents courants du gnosticisme, l'hermétisme, l'omniodo, le shugendo et tout un tas d'autres choses. Les symboles sont omniprésents dans tous les domaines de l'ésotérisme. Alors, bien évidemment, vous avez le droit de considérer que les domaines de l'ésotérisme sont un jeu purement mental, basé sur des croyances, et qu'il n'y a aucune application réelle, aussi bien à la magie, aussi bien à la chimie, que l'astrologie n'est pas factuelle, vous avez le droit de le penser, c'est une opinion personnelle bien entendu, et de la même façon, les mythes, vous pouvez simplement penser que ce sont des récits qui ont été transmis au cours du temps, pour tout un tas de raisons, mais qu'il n'y a pas un fond réaliste, bien entendu, mais qu'il n'y a pas non plus d'enseignement dissimulé à l'intérieur. Le symbolisme est un petit peu moins borderline, si on peut dire, puisque les symboles, on peut ne pas leur considérer de valeur, on peut considérer qu'ils n'ont pas d'aspect pratique, bien entendu, on peut considérer que les symboles n'ont pas de pouvoir en soi, mais en revanche, on ne peut pas nier qu'il existe un symbolisme et qu'il existe l'idée qu'on peut transmettre un enseignement via ces symboles. Même quelqu'un qui est parfaitement athée, qui ne croit absolument pas à la magie, à l'astrologie ou tout ce que vous voulez, peut considérer qu'un symbole représente pour les personnes qui l'utilisent quelque chose, ni plus ni moins. Donc le symbolisme peut être étudié beaucoup plus aisément, si l'on peut dire, que les autres matières, puisqu'il ne repose pas spécifiquement sur la croyance, mais plutôt sur son interprétation, sur une analyse qui est plutôt pragmatique. Après, ce qu'on en fait du symbole, c'est évidemment un autre sujet. Alors, cette introduction étant faite, nous allons pouvoir entrer concrètement dans la première partie, avec donc le langage des symboles, où je vous en ai mis un, bien évidemment, pour illustrer un petit peu cette partie, à savoir le diable de l'église de Rennes-le-Château, le démon Asmodée. Vous allez me dire, mais oui, mais il ne s'agit pas d'un symbole, il s'agit d'une statue. Oui, c'est une statue. Mais cette statue représente quelque chose, et ce qu'elle représente véhicule des concepts, véhicule des idées, véhicule des interrogations, des questions et tout un tas d'autres choses. Donc, cette statue est devenue de facto un symbole, et certaines personnes vont évidemment se livrer à l'interprétation de ce symbole. Sauf que là, vous voyez parfaitement la difficulté, c'est que sur cette statue, personne en l'occurrence n'est d'accord. Certains y voient un message, d'autres y voient quelque chose de complètement opposé, certains pensent qu'il n'y a pas de secret, pas de mystère sur cette statue, mais néanmoins qu'elle traduit un symbolisme qui est le diable écrasé par le bénitier et tout un tas d'autres choses. Donc évidemment, c'est toujours un symbole, mais encore une fois, aux lectures multiples. Donc cela me paraissait un parfait exemple pour le problème du langage symbolique qui n'est jamais unique, mais qui est toujours multiple. Alors, dans cette partie, nous allons parler tout d'abord du symbolisme, l'étude des symboles, tout d'abord les concepts de décryptage des symboles, ensuite l'évolution des symboles, et pour finir, la troisième partie, la puissance des symboles. Et nous continuerons avec la trinité du symbolisme, avec les trois catégories, la pensée, la parole et l'action. J'imagine que si vous êtes devant cette vidéo, c'est que d'une façon ou d'une autre, un jour, vous êtes posé la question sur un symbole. Vous vous êtes demandé qu'est-ce qu'il représentait, qu'est-ce qu'il voulait dire, éventuellement qui l'utilisait et éventuellement d'où il venait. Vous avez donc fait à ce stade une étude du symbolisme. Mais attention, le symbolisme, comme je vous le disais il y a quelques instants, est beaucoup plus simple d'accès d'une certaine façon que d'autres matières comme la magie, la chimie, l'astrologie et tout un tas d'autres choses. Mais à contrario, il y a aussi une autre difficulté. Sa facilité d'accès ne rend pas plus simple sa compréhension. De ce fait, si beaucoup plus aisément les gens vont rentrer par la porte du symbolisme, eh bien il y a une ubérisation extrêmement rapide et extrêmement forte. Il n'est pas rare que l'on voit un symbole, que l'on pose un concept clé en main en disant le symbole c'est ça, point barre, passez votre chemin, il n'y a rien à voir, ou encore plus grave, ce symbole représente ça, et après rien. C'est-à-dire qu'en fait, le symbole, on s'arrête sur une image en donnant un titre, alors qu'en réalité, sur un seul symbole, on peut écrire un bouquin, dans l'absolu. Donc, il y a une ubérisation qui se fait dans l'étude du symbolisme, enfin l'étude des symboles,
qui fait qu'en général, on reste à la surface des choses, on ne pénètre pas dans les détails, on ne pénètre pas dans la compréhension profonde d'un symbole, qui nécessite énormément de travail, je suis bien d'accord, mais souvent on s'arrête au titre, le symbole c'est ça, on lui donne une définition, comme on donne une définition à n'importe quoi, mais ce qui n'est pas du coup du symbolisme, du moins ce n'est pas une étude poussée du symbolisme, on s'arrête simplement sur la surface du lac, encore une fois. Alors du coup, l'étude des symboles, ça consiste à aller un petit peu plus loin, avec plusieurs éléments. La première chose quand on a un symbole, c'est de le décortiquer, puisque un symbole peut être composite, il peut intégrer plusieurs éléments. Il peut avoir une figure représentant un personnage, il peut avoir des éléments qui sont ajoutés dessus, par exemple un personnage, et vous voyez un croissant de lune au-dessus de sa tête, donc ça va nommer ce personnage dans un aspect d'énergie lunaire. Et puis on peut voir des objets, par exemple des serpents qui s'entrecroisent, qui va pouvoir représenter, imaginons, des forces telluriques et uraniennes en opposition, les polarités masculines et féminines en opposition, etc. Donc on va avoir un personnage avec, imaginons, ces deux serpents qui s'entrecroisent, donc qui peut représenter l'aspect androgyne du personnage, et la lune en tant que étude de l'ésotérisme, qui peut dire, en gros, c'est une voie d'occultisme qui étudie la complémentarité des forces dans une quête de chemin spirituel. Là, je fais un exemple assez simple, si je puis dire, mais qui doit vous montrer l'idée qu'un symbole doit être étudié en profondeur, chacun de ses aspects, du moins déjà dans sa représentation. Alors, je ne parle même pas des gestes et des paroles, bien entendu, mais ça suivrait le même protocole. D'où vient ce mot? Quelle est l'étymologie des différentes syllabes? Et d'où vient-il, etc. C'est important, et encore une fois, de l'étudier par rapport à ses racines linguistiques. Pareil avec les gestes, bien entendu, comprendre pourquoi les choses font ça, etc., aussi bien sur le plan anatomique que sur le plan historique et tout un tas d'autres choses. Et cela nous amène justement au deuxième aspect de l'étude du symbolisme, c'est la contextualisation. Quand on veut étudier les symboles, je vous le disais, il y a plusieurs lectures possibles, suivant où on se place. Mais une chose me semble essentielle, c'est la contextualisation de son contexte d'origine. Ce symbole apparaît où, quand, et éventuellement qui en est le concepteur. Parfois, c'est relativement simple. On peut identifier les créateurs d'un symbole, on peut dire qu'il apparaît à une période donnée, et on peut aussi considérer sa datation de ce fait. Par exemple, de nombreux symboles du christianisme, comme par exemple, je ne sais pas, le chrisme, donc vous savez, le symbole alpha, l'oméga, avec une sorte d'abréviation du nom du Christ, on peut le dater, on peut voir à peu près quand il apparaît, et on peut voir à peu près correctement ce que les théologiens chrétiens des premiers siècles en ont dit. Donc là, la difficulté est moindre, si je puis dire. Mais parfois, d'autres symboles sont impossibles à dater. On ne peut pas savoir, par exemple, quand a été composée la croix d'Ankh des Égyptiens. On ne peut pas savoir exactement quand l'idée des cornes de cerf, par exemple, sur une tête d'une divinité, sont apparues pour la première fois. Il est probable qu'au moment où on a les premières représentations, le symbole existait déjà préalablement à des époques protohistoriques ou préhistoriques. Donc là, c'est très très difficile de contextualiser le symbole, mais on peut néanmoins contextualiser le symbole dans un contexte, pour savoir ce qu'on veut nous dire. Exemple, prenons deux symboles que je vous ai pris en exemple. Là, vous avez le dieu Cernunnos, donc qui est un dieu celtique ou un dieu gaulois, avec tout un tas d'éléments autour de lui. On voit le dieu au centre, dans une figure anthropomorphe, donc qui représente l'humain, donne souvent un aspect humanoïde à ses divinités, mais néanmoins il a des attributs animaux par ses cornes de cerf. Donc il y a le lien entre l'homme et la nature qui est mis en place, les cornes qui habituellement représentent donc la fertilité, le pouvoir de la régénération. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on prend le modèle de l'animal, à savoir le cerf, qui est d'ailleurs représenté juste à côté. Or le cerf grandit, il croît, mais tous les ans, à une certaine période, ses bois tombent, repoussent et tout un tas d'autres choses. De ce fait, il y a le symbole de la régénération perpétuelle qui est matérialisé sur cette divinité. Donc c'est l'homme qui se régénère en permanence, maître donc de la vie et de la mort, et puis ensuite il tient d'autres objets. Tout d'abord un toc, qui peut représenter une sorte de Ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue, donc encore une fois symbole d'infini, symbole de reproductibilité perpétuelle, et de l'autre côté un serpent, et le serpent, eh bien, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Eh bien, pour pouvoir dire ce qu'il veut nous dire, il faut contextualiser. Ce symbole appartient donc aux Celtes, aux Gaulois, quelques siècles avant notre ère, dans le cadre d'une religion polythéiste, et on va devoir analyser quelles sont les croyances des Celtes, quels sont leurs rites religieux, et de là, on va pouvoir comprendre que le serpent représente d'une certaine façon la vouivre, la force tellurique, mais également l'accès à la connaissance. Donc le serpent devient un initiateur dans ce symbole.
veut que la divinité la porte dans sa main, eh bien, il est celui qui porte la connaissance et qui est le gardien du cycle perpétuel de la vie et de la mort, et avec ce pouvoir de régénération via les cornes de cerf. Et il est le roi de la nature, le roi des animaux, puisqu'il est au centre de cette fresque, donc il domine sur les autres. Là, on a une étude du symbole par rapport à son contexte, qui est celui du peuple celte, bien entendu. Juste à côté, vous avez la triple déesse Hécate. Donc Hécate connue pour être la déesse des sorcières, la déesse des carrefours, la déesse de la sorcellerie ou de la magie. Et là, elle est représentée dans sa forme triple. Sa forme triple comprenait les 3 divinités lunaires, Artémis, Sélène et Hécate. La jeune femme, la femme au sens adulte, dans la force de l'âge, et la vieille femme, la sorcière, représentée par Hécate. Donc elle représente les 3 aspects du cycle féminin, elle représente les pouvoirs lunaires, encore une fois, féminins, et représente également les 3 polarités, les 3 schémas de vie qui sont accomplis dans une seule divinité. Donc qui va pouvoir toucher toutes les femmes suivant leur période d'existence, bien entendu. Mais elle porte également des symboles, notamment une torche. La torche, pourrait-on dire, c'est le feu sacré, un peu comme la flamme de Prométhée, la flamme de la connaissance, la flamme du pouvoir, le feu divin, donc l'énergie, si l'on peut dire aussi. De l'autre côté, elle porte une sorte d'objet étrange qu'on pourrait considérer comme étant un cistre, et qui renvoie à la notion du bâton de pouvoir, le sceptre de commandement qu'on va retrouver dans de nombreuses cultures. Et ce sceptre représente le pouvoir actif. Donc, d'un côté, Hécate porte l'énergie, la force, la puissance brutale divine, et de l'autre côté, le sceptre de commandement qui veut dire qu'elle maîtrise ses forces et qu'elle peut les employer. D'où elle est la reine de la magie, celle qui maîtrise la force et qui peut les mettre en action. Pour étudier ce symbole, il faut bien évidemment se mettre dans le contexte de la culture grecque des quelques siècles avant notre ère, éventuellement des quelques siècles de notre ère. Puisque sinon, on pourrait interpréter ce symbole tout à fait différemment si on se mettait dans le cadre d'une autre tradition, d'une autre religion, etc., etc. Donc, vous avez bien compris, pour comprendre un symbole, il faut voir dans quel contexte il a été produit, quelles sont les mœurs, les croyances, les coutumes de ses auteurs. Mais bien évidemment, cela ne facilite pas toujours pour autant le décryptage de ce symbolisme, puisque, vous l'aurez compris, lorsque l'on se place dans un cadre ésotérique, le but d'un symbole est de présenter une chose visible, publique, profane, mais également un aspect occulte, ésotérique qui se cache, qui est voilé derrière le voile d'Isis, comme on dit dans le domaine de l'ésotérisme, et donc le décryptage du symbole suggère soit un enseignement, soit une initiation, pour comprendre les clés de décodage, avoir la porte d'entrée qui va nous permettre d'entrer dans le symbole et donc de l'interpréter correctement, mais de la même façon en contextualisant, c'est-à-dire dans le cadre d'une tradition particulière. Par exemple, si les hermétistes mettent devant nous un symbole, ou les gnostiques par exemple, eh bien il faut se mettre dans la culture et la tradition des gnostiques ou des hermétistes et posséder les clés de décryptage pour pouvoir appréhender, comprendre le symbole et éventuellement le comprendre et l'utiliser, si je puis dire. Alors, de la même façon de décryptage des symboles, je vous ai pris un seul exemple qui est assez parlant puisque assez difficile. C'est le symbole de l'abraxas. Alors l'abraxas est un symbole que l'on va retrouver dans le courant des gnostiques chrétiens des premiers siècles. Alors ça représente encore une fois un personnage anthropomorphe, si ce n'est qu'il a une tête zoomorphique, donc c'est-à-dire une tête de coq en l'occurrence. Il possède 2 outils dans ses mains. Dans sa main droite, il possède un fouet, et dans sa main gauche, il possède un bouclier. Et puis ses jambes sont transformées par un double serpent, donc 2 serpents qui lui servent de jambes. Ensuite, on trouve quelques inscriptions. Alors, il y a des variables suivant les différents sceaux de l'abraxas. Dans celui que je vous ai présenté, il y a le symbole de Ya, donc qui est le nom de la divinité dans le cadre hébraïque. Et puis, au dos de la petite amulette que je vous montrais, il y a les noms des archanges, Michael, Gabriel, Uriel et Sabaoth. Alors là, c'est très important parce que du coup, ces quelques inscriptions nous donnent une contextualisation du symbole. Là, on voit que cette médaille de l'abraxas se place dans un cadre gnostique chrétien, puisqu'il fait référence à des personnages bibliques, des personnages de la tradition hébraïque et chrétienne, des archanges en l'occurrence, et le nom de la divinité qui renvoie évidemment, encore une fois, à la Bible, au Dieu Yahvé des Hébreux. Néanmoins, il faut également comprendre que dans un cadre du gnosticisme des premiers siècles, le dieu Yahvé des Hébreux, n'est pas considéré comme un personnage bienveillant, mais comme un démiurge malveillant qui a créé la matière comme une prison pour les âmes humaines. Donc Yah n'est pas un gentil. Donc cet abraxas ne serait donc pas une représentation bienveillante. Mais en réalité, c'est encore un petit peu plus complexe.
Tout d'abord, pour le personnage, l'Abraxas possède encore une fois les deux serpents qui peuvent représenter les deux forces antagonistes, le bien, le mal, l'homme, la femme, le positif, le négatif, les deux forces antagonistes, chtoniennes, ouraniennes, peut-on dire. Ça, c'est assez simple, puisque nous sommes dans le cadre d'un ésotérisme gréco-hellénistique, donc où la pensée platonicienne, néo-platonicienne est totalement présente, où donc ce symbole peut se lire assez aisément. Ensuite, pour le bouclier et le fouet, nous voici arrivés à la fin de cet extrait sur YouTube, et un grand merci à vous tous pour avoir suivi cette vidéo, pensez à liker, la commenter et la partager, comme à l'habitude bien sûr. Alors évidemment, la vidéo complète est accessible aux contributeurs du Tipeee, les mécènes de la Web TV, sans qui je ne pourrais pas continuer mon activité. Dans la suite de cette vidéo, nous allons prendre encore plusieurs études de cas, nous allons étudier des symboles afin de pouvoir comprendre comment les décrypter, comment les contextualiser et prendre de nombreux exemples afin de voir la pluralité du symbolisme si l'on peut dire. Et puis dans une dernière partie, nous parlerons des applications pratiques, concrètement, où se place le symbole au sein de la pratique rituelle, dans le domaine de l'ésotérisme ou plus spécifiquement celui des sciences occultes au sens magie opérative, au sens méditation et tout un tas d'autres sujets où les symboles vont parfaitement trouver leur place et même en représentent parfois la quintessence. Dans tous les cas, si vous souhaitez accéder à la vidéo complète, il faut vous rendre sur le site Tipeee, le lien est dans la description de la vidéo et la vidéo est disponible pour un tip minimum de 5 €. Pensez bien, lors de votre tip, à me spécifier le titre de la vidéo auquel vous souhaitez avoir accès, puisque vous n'êtes pas obligé de demander celle-ci spécifiquement, il y a à peu près une cinquantaine de vidéos de l'Academia, donc vous pouvez spécifier le titre de la vidéo que vous souhaitez pour ce tip minimum de 5 €. Bien sûr, il existe d'autres packs pour prendre plusieurs vidéos d'un seul coup, bien sûr, tout est expliqué sur le site. Dans tous les cas, pour ma part, je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre présence devant cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Arcana et les Mystères du Monde.